Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un dessin animé, ou d'un film d'animation, un petit peu oublié aujourd'hui malheureusement, mais qui a qui a enchanté pas mal de gamins qui l'ont découvert à l'époque, dont moi. Donc il s'agit de Brisby et le secret de Nîmes. Alors il s'agit vraiment d'un petit bijou d'animation que j'avais envie de faire connaître pour les nouvelles générations qui seraient passées à côté. Donc j'ai fait un petit montage vidéo, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Salut! En 1982, l'année de E.T. de Steven Spielberg est sorti un chef-d'œuvre, que le carton de celui qu'on appelait alors le Wonder Boy a éclipsé. Non, il ne s'agit pas de The Thing de Big John Carpenter, quoique lui aussi a bien morflé. Il s'agit de Brisby et le secret de Nîmes de Don Bluth, un transfuge de Disney comme Tim Burton qui décide de prendre son indépendance à la fin des années 70. Il est lassé de l'industrialisation du milieu de l'animation, où on fait volontiers appel à des machines Xerox pour alléger et accélérer le processus de production des longs métrages de l'époque. Ce qui donnera cet aspect crayonné et ce style uniforme des films comme les 101 Dalmatiens, les Aristochats ou Bernard et Bianca. Pour Don Bluth, la magie n'est plus et la qualité non plus. Il souhaite redonner ses lettres de noblesse à ce qui pour lui est encore un art et non une industrie. Dans son sillage, il emportera Gary Goldman et John Pomeroy, des collègues qui deviendront producteurs et directeurs de l'animation. Ils se font auparavant la main sur un projet qui hélas n'aboutira pas, alors qu'ils sont encore chez Disney, The Piper, inspiré du joueur de flûte de Hamelin. Puis ce sera Banjo, un court-métrage qui lui sera concrétisé, et sera même diffusé au cinéma alors qu'il était destiné à la télévision. Ce film leur servira de carte de visite afin de dénicher des producteurs, dont la boîte dénommée Aurora, dirigée par un certain James Stewart. C'est lui qui convainc la MGM de distribuer le futur chef-d'œuvre. Quand le trio de chez Disney fait le grand saut dans le vide en quittant une boîte qui leur assurait un avenir professionnel, ils seront suivis de plusieurs employés, au point que la production de Roxy Rookie doit s'arrêter quelque temps. La nouvelle d'une production ambitieuse a dû se propager dans le petit monde de l'animation, car les trois dissidents récoltent près de 500 CV. Il était peut-être temps de rédiger un scénario. On avait sélectionné les moments clés du roman, designé les personnages et même enregistré une pièce radiophonique. Les magnifiques décors, à la fois poétiques et réalistes, étaient peints par une petite équipe dirigée par un certain Don Moore, échappé d'une société qui œuvrait pour l'aérospatiale. Ils produiront plus de 1300 décors. Un travail titanesque dû à un investissement personnel extrême mu par une passion sans faille pour le projet. Don Bluth donnait l'exemple en ne comptant pas ses heures et pouvait se montrer autoritaire en rabrouant ses troupes. Après tout, la pression était énorme sur ses épaules et le pari risqué. Parfois, le travail harassant était interrompu par des parties de volley-ball afin de faire circuler le sang. Le groupe s'était réfugié dans un immeuble sur Century Boulevard à Los Angeles, investissant plusieurs étages. Don Bluth exigeait le plus de réalisme possible et reprenait la méthode de Disney de se documenter sur les expressions et mouvements en filmant les animateurs. Ceux-ci ne sont pas jugés bons acteurs par le réalisateur qui décidera d'embaucher de vrais acteurs afin d'inspirer ses employés. Le même procédé est appliqué au mouvement des objets tels que les bateaux, les seaux, les tracteurs. Le rendu est bluffant encore aujourd'hui. On n'est pas loin d'un rendu 3D pour l'animation de ces objets. Pour autant, Don Bluth et ses équipes font tout de même appel aux fameuses machines Xerox, mais prennent le temps de peaufiner les contours pour un rendu lisse et propre, cher aux réalisateurs. Ils s'inspirent également d'un rat qu'ils nomment Justin, qu'ils iront jusqu'à habiller afin de nourrir les performances de leurs personnages. Parallèlement, Don Bluth est toujours à la recherche de nouvelles sources de revenus et décroche quelques contrats, notamment pour une séquence animée d'un film intitulé Xanadu. Il continuait à démarcher avec sous le bras quelques séquences réalisées de Brisby, qui faisaient d'eux de sérieux concurrents à leur ancien employeur Disney. Un certain Spielberg se montre impressionné. Le casting se fait spontanément. On contacte des acteurs confirmés comme Derek Jacobi ou John Carradine. Tous sont emballés par l'enthousiasme artisanal de la petite équipe. À la musique, Bluth osera contacter l'immense Jerry Goldsmith, qui n'avait encore aucune expérience dans le monde de l'animation. Refusant de faire une BO à la Disney,
il produira une œuvre enchanteresque, digne d'un Debussy, privilégiant le côté fantasy et magique. Le film est une réussite éclatante, un pur chef-d'œuvre envoûtant dès sa séquence d'ouverture, avec son rat gandalfien et son hibou sarumanien, ainsi que ses combats à l'épée. On n'est pas loin de l'heroic fantasy, assez sombre au demeurant. Même si l'humour, un peu vieillot, est toujours là, héritage disneyen oblige. On y défend les valeurs familiales autant qu'on y dénonce la maltraitance animale dans les laboratoires. Hélas, la distribution est maladroite. Face au film de Don Bluth et de son équipe, on place le E.T. de Spielberg. Évidemment, c'est le flop. Voir un vrai extraterrestre est plus excitant pour les gamins que de voir une copie de Disney, alors pas au mieux de sa forme. Même s'ils sont déçus par la contre-performance de leur bébé, l'équipe de Bluth sait qu'elle a accompli un travail de grande qualité et qu'ils peuvent en être fiers. D'ailleurs, le temps leur donnera raison. Déjà, l'homme à l'origine de leur déboire, Steven Spielberg, les contacte pour une future collaboration, qui aboutira au merveilleux Fievel et le Nouveau Monde, autre chef-d'œuvre, ainsi qu'au plus édulcoré Le Petit Dinosaure. Heureusement pour votre serviteur, Dieu a inventé les cassettes VHS et nous avons pu redécouvrir ce chef-d'œuvre même avec quelques années de retard. Le choc a été violent, tant de beauté, de magie et d'intelligence dans le propos. Ce coup de maître de Don Bluth et de ses partenaires est peut-être son plus beau film. Ils auront réussi à faire déchanter les pontes de Disney qui se moquaient de leur petite rébellion. N'hésitez pas à faire découvrir ce bijou d'animation à vos bambins, même si, c'est vrai, techniquement, les imperfections se voient davantage à l'ère du numérique. Elles font aussi partie du charme. À bientôt.